ça, très bien. Alors Maurice Pigeon est un peintre que j'apprécie depuis très longtemps, mais malheureusement, peu d'œuvres de lui étaient connues. Je connaissais surtout les pastels exposés à l'hôtel Grand Val Caligny à Valognes, mais quand les amis de Valognes m'ont demandé donc d'étudier plus à fond son œuvre, je ne soupçonnais pas la richesse et la variété de ses thèmes d'inspiration. Et ce sont les réactions unanimes, non seulement des visiteurs de l'exposition, mais des personnes qui ont déjà vu les photographies de ces tableaux, de ces pastels, de ces aquarelles, pour qui c'est une vraie révélation. Donc ce Maurice Pigeon, qui était souvent cité parmi d'autres peintres de ce que Jean Fouas a nommé l'école de Cherbourg, l'école cherbourgeoise, des peintres formés au début du XXe siècle, dans les années 1900, souvent grâce au peintre Deguerne, qui était professeur de dessin au lycée de Cherbourg et conservateur bénévole des musées de Cherbourg. Donc il y a eu de nombreux disciples, de nombreux élèves qui ont enrichi donc, cette école artistique. Alors, tout d'abord, ici, vous avez une photographie de Maurice Pigeon dans son atelier de l'hôtel de Blangy. Enfin, je dis dans son atelier, en fait, ce n'était pas vraiment un atelier. Il peignait dans sa chambre ou dans un salon au gré des circonstances. Et cet hôtel de Blangy, bon, qui est un des plus beaux de Valognes, qui a de très belles boiseries, des trumeaux de style Louis XV et Louis XVI, donc, appartenait à un parent de Maurice Pigeon, plus exactement à la sœur de son beau-frère, Maurice Dubois. Alors, Maurice Pigeon est né en 1883, le 29 décembre très précisément, dans la ville de Cherbourg, dans la rue au Blé. Alors, sa maison natale doit être la 3e ou la 4e sur la gauche. Bon, elle existe toujours, ce sont des maisons qui ont été construites dans les années 1830-40. La rue au Blé était une des rues les plus commerçantes de Cherbourg, avec au XIXe siècle plus d'1 millier d'habitants. Donc, il y a 30 ans, c'était tombé à 150, sans doute moins aujourd'hui. Une rue très commerçante, bordée de négoces de toutes sortes. Le père de Maurice Pigeon appartenait à une famille originaire de Saint-Germain-de-Tournebu, qui s'était fixée à Cherbourg en 1830 dans le cadre de l'exode rural qui caractérisait toutes les campagnes françaises. Le fait important en tant que Cherbourg, avec Le Havre, est la seule ville champignon, comme on dit les spécialistes, de Normandie. Toutes les autres villes de Normandie au XIXe siècle voyaient leur population stagner. C'est le cas de Valognes. Il a fallu attendre la reconstruction, l'après-guerre, pour voir la population augmenter à nouveau. Et Cherbourg attirait énormément donc, d'habitants des communes rurales cherchant un métier. Alors, le grand-père de Maurice Pigeon était ouvrier ébéniste, et il s'est établi tout d'abord dans les quartiers populaires de la rue de la Poudrière, le grand quartier ouvrier. Après, il a déménagé pour aller dans le quartier du Val-de-Serre, et il a dû avoir une certaine aisance puisqu'il est propriétaire d'une maison rue Bondard. Alors, son fils a fait des études à l'extrême fin de la monarchie du Juillet. On est peu informé là-dessus, mais enfin, c'est quand même intéressant à souligner et plutôt exceptionnel dans son milieu social. Donc, il est devenu écrivain à la marine, c'est-à-dire chargé des écritures dans les bureaux de la marine, l'ancien arsenal, ce n'était pas encore le port militaire actuel, mais il va changer rapidement de profession. Il va être commis de négociant, employé de banque. Pour finir, il va devenir marchand de faïence à la suite de son oncle. C'est son oncle qui a fondé ce commerce de faïence, tout d'abord dans la rue de la Vade, l'actuelle rue du Commerce, puis dans la rue au Blé, où Maurice Pigeon est né en 1883. Alors, fait remarquable, il a fait 3 mariages successifs, et il semble qu'il ait épousé des jeunes filles d'un milieu peut-être plus riche que le sien, ce qui explique l'ascension considérable de la famille, puisque le père de Maurice Pigeon va être conseiller municipal de 1871 à 1878, durant ce qu'on appelle la République des Ducs. C'est le temps de l'ordre moral. C'est une république conservatrice. Bon, faute de s'entendre, les bonapartistes, les légitimistes, les orléanistes ont instauré une 3e république, mais ils ne sont pas vraiment républicains. Il faut attendre l'extrême fin des années 1878-79 pour voir vraiment des républicains arriver au pouvoir. Et c'est le moment donc, où le père de Maurice Pigeon cesse d'être conseiller municipal. Donc c'est une famille plutôt conservatrice et très catholique, puisque la 3e épouse appartient à la famille Griffon ou le Griffon, originaire de Saint-Valaou. C'est une famille de capitaines de navires, et le grand-père de Maurice Pigeon non seulement était capitaine de navire, mais il était également armateur.
Il avait armé avec un autre armateur le navire l'Armand. Donc c'était un homme à la tête d'une fortune déjà très respectable. Et la sœur de la mère de Maurice Pigeon, sa tante, donc, était mère préfète de l'institution des oiseaux du couvent des Dames Augustines de Saint-Pierre-Église, qui était un des établissements d'éducation féminine les plus prestigieux du Nord-Cotentin. Elle avait été formée donc, au couvent des oiseaux à Paris, où elle avait suivi des cours de dessin auprès d'un maître renommé. Donc c'est la première mention d'un intérêt pour les arts dans la famille de notre artiste. Mais en 1897, il va y avoir un changement manifeste. La famille déménage non loin de là, place de la Fontaine, dans un négoce qui s'étendait sur 3 façades. On voit très bien les magasins sur la gauche ici. À l'enseigne, à la glaneuse, et c'est la mère de Maurice Pigeon qui va tenir ces négoces. Ce sont des vêtements pour dames, mais d'une variété très riche et vraiment très, très impressionnante. Je vais vous dire quelques exemples des produits qui étaient proposés aux élégantes. Alors, lors de soldes, en 1908, on proposait ainsi aux clientes 1700 corsages, 250 tours de cou, étoiles, écharpes en plumes d'autruche, de marabout, coq blanc, noir, naturel et autres teintes. L'année suivante, 2000 jupons, 4000 paires de gants, 1200 chapeaux garnis. Donc le nombre est vraiment considérable. Et on mentionne aussi du vison, de l'astracan, par exemple, de grandes étoiles en vison ornées de 2 têtes et 6 queues longues de 2 mètres. Alors il y avait aussi des tenues pour les dames et les jeunes filles pour jouer au tennis, aussi des voilettes pour aller en automobile. Les automobiles n'avaient pas de toit, donc les voyageurs devaient s'emmitoufler dans des vêtements de voyage. C'est très intéressant de voir que la clientèle de Madame Pigeon était très vaste et le magasin était le plus renommé de Cherbourg. Cela un certain temps, car à la veille de 1914, il semble qu'il y ait eu une concurrence, la maison Desruyaux en particulier, la maison Ratti, les grands magasins Ratti, se sont établis et qu'il y avait une surface plus vaste. Et bon, il est vrai que le père de Maurice Pigeon était bientôt octogénaire, donc ils vont fermer le magasin en 1912 et se retirer tout d'abord à Fermanville, puis l'année suivante au Va. C'est très important car Maurice Pigeon va résider au Va jusqu'en 1931. Alors, quelle était la composition de la famille? Alors, je vous ai dit que son père s'était marié 3 fois. Du premier mariage, il a eu un fils qui était capitaine de navire et qui malheureusement est mort en 1903 à l'âge de 30 ans, ce qui a beaucoup marqué le petit Maurice Pigeon. Du deuxième mariage, vous avez Marie-Anna, surnommée Taillet, qui va vivre avec lui jusqu'à leur mort en 1944 sous les Monts à Allôme, sur le territoire de Valognes. Et il avait une sœur, Madeleine, qui va épouser Maurice Dubois, d'où une descendance. Ce sont les personnes qui nous ont très aimablement communiqué des œuvres, des photographies d'œuvres donc de leur oncle. Alors, ce que je n'ai pas encore précisé, c'est que Maurice Pigeon avait très grave handicap, puisque tout jeune enfant, il s'était crevé un œil à l'angle du comptoir de son père, donc il était borgne. Ensuite, il a eu une méningite et il est devenu sourd et muet, mais très gravement. Il ne pouvait communiquer que par petits papiers écrits. Seuls les membres de sa famille arrivaient à avoir des échanges assez approfondis. Donc, il débute dans la vie sous des auspices peu encourageants. Donc, sa mère, son père, n'hésite pas à recruter une institutrice privée qui va l'éduquer à domicile. C'est quand même une dépense très coûteuse. Et ça mérite d'être souligné ici. Le professeur de Guerne, que j'ai évoqué, qui était professeur au lycée de Cherbourg, lui donne des cours bénévoles aussi, et c'est lui qui va l'initier donc à l'art du dessin et de la peinture. Voilà quelques publicités de grands magasins à la glaneuse. Vous voyez, c'était des costumes pour élégantes. Hein. C'était vraiment très, très beau. C'est la mode 1900 avec des chapeaux à plumes. De très nombreuses publicités ou réclames dans la presse locale. Le détail, ravissants vêtements de voyage, imperméabilisés. 20 francs or, c'est une somme déjà importante. Les paletot dernier genre.
paletot en belle loutre de Colombie, 69 francs, c'est une valeur considérable, hein, c'est un commerce de luxe. Alors, grâce à l'entremise de son maître de Guernes, il va commencer à exposer ses œuvres en 1909. Donc, il est né en 1883, faites le compte, il a une vingtaine d'années. Et tout d'abord, il expose lors du salon des Amis des Arts de Cherbourg, dans le gymnase du lycée, de l'actuel lycée Victor Grignard, rue de la Duché. Et très rapidement, un jeune libraire nommé Bissonnier, qui est situé à l'angle de la rue Tourcarré de la place de la République, va exposer ses œuvres. Alors la presse mentionne les expositions d'un nouvel artiste, et on mentionne ses belles aquarelles, son talent naissant. Voilà la situation du magasin Bissonnier ici, vous voyez, face à l'obélisque du duc de Berry, sur la gauche. Alors la maison a été détruite pendant la guerre et reconstruite par la suite. Voilà, sur la gauche toujours, c'est là où pendant plusieurs années, mais surtout jusqu'en 1914, les Cherbourgeois ont pu admirer ses œuvres. Un tour carré sous un autre angle. Alors en 1906, il y a eu un événement très important, c'est le mariage de sa sœur avec Maurice Dubois. Donc Maurice Pigeon, dès ces années-là, a fréquenté toute la bourgeoisie du Nord-Cotentin. Là, on voit des photos de plage, on est soit à Landemer, soit à Morsaline et à Saint-Va, où il passait les étés chaque année. Alors, vous avez son beau-frère Maurice Dubois en haut, et Maurice Pigeon est deuxième à partir de la gauche tout en haut. Vous avez sa sœur Madeleine en dessous, et sa mère, Madame Pigeon, qui a un chapeau très élégant ici sur la droite. Dans ces photographies nous restituent par exemple le goût pour le tennis. On voit Maurice Pigeon ici au centre, avec toujours sa famille et ses amis. Un ouvroir de dames, donc vous voyez à Saint-Valahougue. Là, c'est une réunion dans le jardin du Hululand, une propriété de Landemer, qui appartenait à ce monsieur Félix, qui était pharmacien à Cherbourg, donc qui était apparent de sa sœur. Vous voyez des réunions champêtres, très agréables. Alors plus tard, je vous ai évoqué le Var, voilà, nous sommes dans les années 1930, vous avez Maurice Pigeon dans le fond, avec sa mère et sa sœur Marie-Anna à droite, et l'aîné de ses neveux dans le fond. Alors il résidait à la Piletterie au Var, qui est une construction du début du XIXe siècle. Alors, sur cette photo, vous le voyez sur la gauche, avec sa mère à droite, sa sœur, ses deux sœurs, sa sœur, sa demi-sœur ici, son beau-frère et ses trois neveux, comme vers 1930. Voilà. À partir de 1931, donc, il va s'installer à Valognes, tout d'abord à l'hôtel de Blangy, puis quelque temps à l'hôtel de Chivray, avant de retourner à l'hôtel de Blangy, chez le notaire maître Thiebaud, dont l'épouse donc était apparentée à son beau-frère. Maurice Pigeon sur la gauche, en famille, avec toujours sa sœur, son beau-frère, sa mère et deux neveux. Dans la cour de l'hôtel de Blangy, on est à la fin des années 30. Nous allons aborder maintenant ses œuvres. Alors, c'est un excellent portraitiste, mais malheureusement, nous ne connaissons que 2 portraits de Maurice Pigeon. Il y en a 3 autres qui ont été mentionnés. Il y avait un très beau portrait de Barbé d'Aurevilly qui malheureusement a été détruit à l'hôtel de Valognes en 1944, et le portrait de 2 notaires du Val-de-Serre, vraisemblablement. Voilà un autoportrait saisissant. C'est vraiment la facture inspirée de son maître de guerre, une grande parenté. Et le souci du réalisme, un style qui est déjà personnel. Le deuxième portrait concerne sa demi-sœur, Marie-Anna, vue de profil. Alors que la série de ses œuvres exposées chez Bissonnier concernait essentiellement les aquarelles. Alors je vous ai parlé du Hubiland à Landemer, voilà une vue du Hubiland, là on est en 1910. Ces œuvres sont rarement datées. Ce sont parmi les plus anciennes dont on ait connaissance. Alors vous voyez comment cette maison qui avait appartenu à un peintre impressionniste avait beaucoup de charme, avec un toit en chaume, l'auvent à l'entrée aussi en chaume. Alors beaucoup de maisons représentées par Maurice Pigeon ont des toits en chaume. C'était encore fréquent dans le Cotentin, surtout dans le Val-de-Serre avant 1914 et même durant l'entre-deux-guerres.
On a le lavoir donc, de Landemer, toujours près du Land. Là, nous abordons des œuvres d'une ampleur peut-être plus grande. Ce sont ces premières aquarelles, ce sont des bords de mer de la Hague, avec cabanes de douaniers, de contrebandiers, et le Castel Vendôme, qui est peut-être son aquarelle la plus suggestive du temps. Alors, c'est un lieu qui a été représenté par les artistes du Cotentin dès la fin du XIXe siècle par Jean-François Millet, surtout quand il était quand il séjournait à Cherbourg pendant la guerre de 1870. Bon, dès avant peut-être, mais bon, c'est surtout à cette époque qu'on a vu les côtes de la Hague. Alors, vous voyez comment Pigeon a réussi à rendre la variété des coloris, des feuillages, de la bruyère et puis de la roche. Alors, nous possédons un certain nombre, donc toujours d'aquarelles des bords de côte. Bon, je ne vais pas pouvoir m'attarder sur chaque image, il y en a beaucoup, donc je vais me réserver plutôt pour les œuvres les plus importantes. Alors, il aura réussi très bien à restituer une sorte de vapeur ombrée qui entoure les côtes ou les fonds des vallées. C'est vraiment un signe de son art, et ce qui n'est pas évident, donc ça mérite d'être évoqué ici. Alors celle-ci qui est conservée au musée Thomas-Henry est d'une facture peut-être plus convaincante et représente le fort de la Houe, donc à Saint-Va. C'est tout en longueur. Bon, elle appartient aux œuvres qui ont été réunies par Hippolyte Mars, qui était maire de Cordreville et qui avait constitué un fonds d'œuvres d'art dans sa commune à partir de l'entre-deux-guerres. Alors le fort de la Houe va être très souvent représenté par Maurice Pigeon, nous allons le voir bientôt. Mais là, c'est sans doute, je pense, la première représentation. Bon, ce n'est pas daté, mais je pense que c'est d'avant 1914 tout de même. Alors, il y en a 2 ou 3 du même genre. Vous avez le prieuré de Vauville aussi, toujours dans la même facture. Une scène de village avec des lavandières qu'on aperçoit au centre. Alors voilà pour les aquarelles. Là, nous abordons les huiles. Alors la facture est tout à fait différente. C'est la facture des dernières années de Maurice Pigeon, donc c'est les années 1934-39. Alors Maurice Pigeon, à partir de 1914, a exposé régulièrement au Salon des artistes français à Paris. Donc il s'y rendait chaque année avec sa mère, qui négociait le prix de la vente de ses tableaux auprès des galeristes et des collectionneurs. Donc il a pu y assister donc, à toutes les expositions et visiter les musées. Donc il se tenait au courant de l'évolution artistique de ses confrères, et il a été inspiré évidemment par l'évolution des arts à cette époque, bon, en s'éloignant peut-être d'un réalisme trop précis. Alors la facture est plus tranchée, il brosse à large touche là où il est les falaises de la Hague. Alors là, c'est un effet de mer à Auderville qui a été acquis par le département de la Manche, qui évoque tout à fait le style de Lucien Goubert. Alors les peintres importants de Cherbourg à cette époque, c'est Lucien Goubert, Émile Doré, qui est un Parisien qui s'installe à Cherbourg, Michel-Adrien Servan, qui a été formé en Angleterre, Pierre Lecomte, qui va devenir imagier de la marine. Bon, il y a tout un groupe d'artistes assez fervents, le jeune Pierre Campin, qui va commencer bientôt sa carrière. Bon, toutes ces personnes se connaissent, s'apprécient plus ou moins, et exposent régulièrement, non seulement au gymnase du lycée, chez Bissonnier, dans d'autres lieux, et il y a toute une clientèle qui achète leurs œuvres. Et là, on jurerait presque que c'est une œuvre de Lucien Goubert qui a énormément reproduit ces effets de vague. Bon, ce qui était saisissant, c'est la façon dont Pigeon a réussi à restituer la différence de ton des falaises, et comment l'atmosphère dans le lointain est vraiment très vaporeuse, très bruneuse et très aboutie et très réussie aussi. Alors là, toujours le nez de Jobourg, le nez de Voidry. Voilà une autre vue conservée dans la famille. Et là, c'est une œuvre qui a été achetée par le musée Thomas-Henry il y a quelques années avec le concours des amis des musées. C'est toujours la même facture à la fin des années 1930. Et là, c'est peut-être encore plus tranché que ce que je disais tout à l'heure. Il peint à large touche. Vous voyez, c'est très brossé. Ça n'a rien à voir avec les œuvres que nous allons voir bientôt évoquant les bords de la Seine. Alors,
Alors, cette œuvre est vraiment très remarquable aussi, c'est un effet de mouton dans les prés sur fond de lampe de La Hague, qui évoque un peu le style de Jean-François Millet, par exemple, quand il a représenté les hauteurs derrière, quand il est allé à Vichy sous Second Empire, il a représenté beaucoup de scènes champêtres qui ne sont pas très éloignées de celle-ci. Alors, ce n'est pas l'aquarelle ni l'huile qui caractérise sans doute Pigeon, c'est le pastel. Car en ce qui concerne le pastel, il n'y a pas de concurrent immédiat. Bon, je vais citer les autres artistes, ses contemporains, mais pour le pastel, on serait en peine d'en trouver d'aussi remarquables. Émile Doré, tout de même, a abordé le pastel, il a même représenté nombre d'églises, de paysages de La Hague. C'est peut-être l'exception majeure. Et là, vous avez une très belle œuvre de Pigeon représentant l'église de Barfleur avec une barque sur le côté. C'est un de ces pastels les plus intéressants et les plus renommés, qui étaient totalement inconnus. On en a découvert quantité d'œuvres. Il a peint plus d'1 millier d'œuvres. On en a répertorié 220, 250. Et encore aujourd'hui, il y a des personnes qui en signalent. Il en passe en vente régulièrement. Donc c'est un peintre qui a eu une vie, il est mort à 60 ans, mais enfin, une vie très bien remplie, et il était très apprécié, et sa clientèle était très attentive, et quand il peignait une œuvre, souvent on lui demandait une variante, donc vous avez 3, 4, 5, 6 œuvres très proches, parfois représentant le même site ou le même édifice. Alors, il a abordé le port de Barfleur, moins que celui de Saint-Va, on va voir quelques-uns, même celle-ci, facteur pluraliste. Alors, parfois, le style varie considérablement. C'est très évident. Là, on est dans les années 1920. D'autres. Je passe assez vite, sinon. Alors là, nous arrivons à Saint-Va-la-Hougue, le départ, le retour des navires dans le port. Là, c'est une facture, qui évoque le style dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le style peut-être le plus proche de ses contemporains. C'est beaucoup moins léché, moins réaliste que d'autres œuvres. Celle-ci est très attachante, avec des reflets sur la mer. La façon dont il campe les barques aussi et les navires est très intéressante et remarquable. Alors là, c'est un de ses chefs-d'œuvre, à mon avis. Vue du port de Saint-Va. L'œuvre est exposée à côté, vous pourrez la voir. C'est une de ses œuvres les plus magistrales, qui est admirablement composée. Alors oui, les tons sont gris, diffus, soutenus, mais ce qui frappe vraiment l'imagination, c'est la hauteur des mains et la façon dont il traite les voiles. C'est d'une très grande élégance et c'est même très majestueux. Ces œuvres, je pense, qui méritent d'être appréciées le plus. Alors là, le style est tout à fait différent. Le style évoque Ziem, ou même cette école de peintres russes de la fin du XIXe siècle, qui a représenté beaucoup de bords de mer, dans la Baltique et même dans la mer Noire, en Méditerranée. C'est très, très surprenant. Évidemment, les artistes font des essais de style, ils ont de différentes périodes. Donc, ça n'a rien de très surprenant, mais Pigeon a abordé vous voyez, des styles qu'on n'aurait pas soupçonnés du tout. Quand j'ai abordé cette étude, je ne connaissais pas du tout cela. Pour moi, Pigeon, c'était plutôt la vue des cours intérieures des hôtels de Valognes que nous connaissons davantage ici. Alors, ces deux œuvres, ici, une parenté, elles évoquent absolument, c'est post-impressionniste, mais vous voyez, les photographies ne sont pas de très bonne qualité, mais les œuvres sont très intéressantes à cet égard. Oui, les tons beaucoup plus diffus. La photo est assez floue, enfin le tableau quand même très... Alors, la chapelle des marins de Saint-Va-la-Hougue a été un des thèmes d'inspiration de Pigeon les plus importants. Alors, depuis sa jeunesse, il passait, même son enfance, je pense, puisque sa mère était originaire de Saint-Va-la-Hougue, son grand-père armateur, il passait une partie des vacances d'été à Saint-Va-la-Hougue et à Morsaline. Donc la chapelle des Marins, qui était un petit édifice roman, est en fait le cœur de l'ancienne église paroissiale de Saint-Va. Vous savez que l'actuelle église de Saint-Va a été construite à la fin du XIXe siècle, de très vastes proportions. Donc après la construction de cette église, on a détruit la nef de l'ancienne et on a conservé
Et vous voyez ce que l'on voit, qui est devenu la chapelle des Marins. Mais c'est vraiment un reliquat de l'ancienne église de Saint-Malaou. C'est une chose que la plupart des passants ou des touristes ignorent, mais qui mérite d'être soulignée ici. Alors, il a représenté cette chapelle des Marins, ce site, par tous les temps, par beau temps, par tempête, avec un ciel gris ou un ciel bleu turquoise. Donc, on va voir ça. Alors, on va passer rapidement en revue tout cela. Vous voyez, bon, là, c'est une tempête. Celle-ci, très, très tranchée, très belle. Alors, vous voyez, parfois, il aborde des tons beaucoup plus vifs, plus inattendus chez Pigeon. On a pu dire que c'était le peintre du gris de Valogne, mais pas toujours. Mais enfin, il a surtout représenté ce site par longtemps. Bon, évidemment, pour un peintre, c'est plus évocateur et plus intéressant à reproduire qu'une mer plate. Vous voyez, dans les réminiscences des peintres hollandais dans les ciels, bon, parfois l'influence de Guillemet est très nette, et puis il y a des Flamands aussi. Très beaux effets de crépuscule, parfois d'ombre, avec des tons mauves, rosâtres, violets. Celui-là est très, très anglais. Là, on distingue à peine la hougue. Là, on revient avec un ciel bleu, comme tout à l'heure. La vue de Morsaline, avec des effets de ciel rose et bleu, qui est assez rare chez Pigeon, mais quand même, il y en a plusieurs exemples. Celui-ci est très, très beau. Échappé de Morsaline vers la mer. Donc voilà comment, avec une petite maison, 2 murets et quelques marches, il réussit à une composition inoubliable. Pour à Morsaline, le cul de loup, dans la quantité de reproductions diverses. Départ des navires en mer. Alors les bottiers, les vaclottes et les bottiers, qui sont les navires propres, les navires de pêche propres au port du Cotentin, ont été très souvent représentés par Pigeon. Alors de ce tableau, il existe 2-3 versions, parfois avec des tons indicaux plus soutenus qu'ici. Vous voyez, il réussit à situer le mouvement des navires en pleine mer. Celui-là aussi très vif de ton. Alors, autre thème d'inspiration, les ramasseurs de varech à la hougue. Alors, c'est Jean-François Millet qui a lancé ce thème assez jeune. Alors, il faut dire que le goémon, le varech, était ramassé sur toutes les côtes. Ça servait d'engrais pour les paysans pour fortifier leurs terres. Et surtout, on les envoyait à Cherbourg dans ce qu'on appelait les grandes usines de soude de varech qui ont été créées dans les années 1830. Il y en avait au moins 2 ou 3 très importantes au pied de la montagne du Roule. Donc tout ça a été traité de façon industrielle et c'était de très bons rapports. Donc c'était une des bases de l'activité industrielle du Nord Cotentin. C'est une chose qui a complètement été oubliée depuis. Mais pour un peintre, c'est une sorte d'inspiration très, très belle. Alors, vous voyez, la précédente, dans les tons très sombres, celle-ci, c'est beaucoup plus enjoué, avec des touches de couleur. Le vêtement du personnage, et puis la mer. Les ramasseuses et pêcheuses de moules. C'est une œuvre qui évoque un peu les peintres du Nord, et Guillemet aussi, Guillemet qui a beaucoup peint les bords les côtes de Saint-Malaou. Et Pigeon connaissait certainement ces œuvres. C'est une œuvre, toujours le peintre du gris, comme on peut dire à Valogne, là c'est très net. Cependant, pour certains amateurs, collectionneurs, le meilleur, souvent de Pigeon avec les hôtels de Valogne, ce sont ses bords de Seine. Donc il a résidé au Var de 1913 à 1931, donc pratiquement tous les jours, il est allé peindre sur le motif. Et cela, il faut souligner l'influence de Madame de la Germonnière, la châtelaine du vin. Son mari a fait construire un grand château sur l'emplacement de l'ancienne filature de coton, qui était un des plus grands bâtiments industriels de Normandie et même de France, une chose de considérable, et qui avait aménagé dans son parc longeant la Seine. Donc Pigeon avait le droit d'aller y peindre et même de pêcher. Donc il était chasseur, pêcheur surtout, et évidemment, par ses handicaps, il était très solitaire et passait ses journées à travailler sur le motif. Alors, vous voyez, les taches de couleur sont très bien saisies. Il va surtout adapter cette technique au paysage d'automne. Nous allons le voir tout à l'heure. Alors, il y a de très belles taches vives de fleurs longeant
la rivière, les iris, avec des vaches dans le lointain. Alors les artistes normands souvent ont tendance à mettre beaucoup de vaches pour égayer les prés. Pigeon n'a pas abusé du procédé. Il l'a fait de temps en temps, mais sans exagération. Alors là, un très beau pastel. On voit tout à fait la différence de technique. Avec des églises dans le lointain, quelques vaches. Alors dans le pastel, il manie les jaunes et surtout les verts. Alors évidemment, les bords de serre se prêtent admirablement à cela. Il y a un pêcheur, vous pourrez penser être un autoportrait peut-être. Autre pastel, là nous sommes au Vicel avec le bois de Pépinva dans le fond. Alors la châtelaine du château de Pépinva, qui était la comtesse de Ganay née Le Marois, lui avait permis également donc, de peindre dans son domaine. C'est une femme qui était... C'est une très belle collection de tableaux à Paris. C'est elle qui possédait le tableau de Horace Vernet, Édith, retrouvant le corps de Harold à la bataille d'Hastings, qu'elle a offert au musée Thomas Rue de Cherbourg en 1926. C'était une œuvre considérable. Son père avait une cinquantaine d'œuvres de Horace Vernet dans son hôtel particulier, quantité d'autres peintres de toutes les époques. Donc c'était une collection considérable. Voilà un autre bord de serre avec quelques vaches. Pastel. Celui-là est très, très vif de ton. Vous voyez la variété des verts. Il sait admirablement jouer sur les différences de feuillage, de ramure. Alors là, nous sommes toujours au parc de la Germonnière, au Va, mais le traitement est différent dans la mesure où on voit l'inspiration très nette des peintres scandinaves, même russes, allemands, expressionnistes. C'est-à-dire que les couleurs des troncs d'arbres sont beaucoup plus vives que d'ordinaire. Là surtout, ici. C'est une œuvre un peu atypique dans son œuvre, avec les troncs d'arbres qui se reflètent. On a pu penser à Maurice Denis, aussi au peintre symboliste. Et Maurice Pigeon connaissait très bien tous ces artistes contemporains, et c'est normal qu'il ait subi leur influence, comme tous les artistes, évidemment, de son temps. Là, nous sommes en présence de deux chefs-d'œuvre de Maurice Pigeon, toujours dans le parc de la Germonnière. Alors, le premier et le deuxième représentent exactement le même site. Vous voyez ? On peut retrouver les mêmes arbres en observant avec attention. Alors là, avec leur feuillage, leur ramure, là, on peut penser qu'on est à la tombée du jour, avec le soleil couchant bientôt, avec les branches et les feuillages qui se reflètent dans l'eau. Alors parfois, il excelle, alors là c'est très net, c'est un pastel daté de 1927, où l'on voit quelques gouttes d'eau à la surface de la rivière. C'est un procédé qu'il a dû reprendre de Gustave Caillebotte un peu. Alors là, nous sommes en automne. Alors évidemment, pour un peintre, les mois d'automne sont très inspirants. Vous voyez, la variété des feuillages rouges, et avec encore quelques feuillages verts. Permet à Pigeon cette œuvre vraiment très, très saisissante et très, très belle. C'est certainement une de ses œuvres favorites. Là, nous abordons un autre genre. Ce sont les grands tableaux qu'il exposait au Salon à Paris à partir de 1914. Vous voyez cette vieille femme qui ramasse du bois mort. Nous sommes toujours en bord de serre, avec le traitement magistral de la brune et des sous-bois du lointain. Il réussit à rendre ces atmosphères entre chien et loup au début de la journée ou à la tombée du jour. Voir un détail. Alors, vous voyez, quand on agrandit certains détails, on voit là c'est d'un réalisme saisissant, avec la mousse, le lierre qu'il y a sur les troncs d'arbres, et la façon dont il arrive à rendre le débit de la rivière. Il y a une sorte de seau, quelques roches qui permettent des effets de clapotis. C'est une de ces doigts, je pense, les plus importantes en taille, en qualité. Celle-ci est vraiment très, très étonnante et très, très prenante aussi. On pense que c'est la serre, tout de même, avec des feuillages mordorés qui l'abordent. Le genre est différent. Alors que là, nous abordons les paysages d'automne. Là, nous sommes au Vicel, donc à Pépinva.
en bordure de la Serre, toujours. Là, je vais parler de Madame Deganet et de son domaine. Là, nous y sommes. Toujours les bords de serre avec les feuillages d'automne. Celui-là est magistral aussi. Souvent, il n'hésite pas évidemment à reproduire, à refléter plus exactement les troncs d'arbres, les feuillages, à la surface liquide de la rivière. Vous voyez comme il arrive à donner l'illusion de la réalité. Celui-là a eu beaucoup de succès. Il a été exposé au Salon de 1914. C'est le viaduc de Fernandville qui avait été construit en 1911, donc tout récemment, et qu'il traite plutôt comme un aqueduc romain. Et il n'y a aucune œuvre chez Pigeon, à part quelques 2 œuvres où on voit des réclames, des publicités sur les murs. Il n'y a aucune œuvre chez Pigeon où la civilisation moderne apparaisse. Pas d'automobile, pas de bicyclette, pas de personnages habillés à la moderne. Il y en a au marché de Valognes, nous allons le voir tout à l'heure, mais ce sont les exceptions, avec une jeune fermière habillée coiffée à la garçonne, habillée à la mode des années 1920. Nous allons voir ça tout de suite. Alors, voyez comment la rivière restitue donc le viaduc et les troncs d'arbres aussi, comment les bords de la rivière et leur végétation sont peints d'une façon vraiment très magistrale. Alors Pierre Le Berruyer, à la fin de sa vie, dans une correspondance avec le petit-neveu de Maurice Pigeon, a essayé d'analyser certaines de ses œuvres. Alors il disait, oui, Maurice Pigeon peut être rangé au rang des petits maîtres, mais parfois il égale les grands. L'ami historien de l'art me dit, oui, c'est un grand peintre. Quand il a vu toutes ces photographies-là, c'est évidemment, tout artiste, bon, les œuvres que je vois réussies, bon, ça c'est fatal, mais certaines sont vraiment remarquables. Voilà une autre version du même site, différente. Pas tout commenter. Alors voilà, un pastel, Moulin Roussard, Val de Serre. Voilà, c'est les effets de lumière qui sont magistralement rendus à travers la verdure. Très beau pastel. On va voir d'autres paysages, je ne vais pas tout commenter. Celui-ci est intéressant. On voit les vaches qui se confondent avec les feuillages roux. Celui-là aussi, c'est le bois du rabais. Alors celui-ci est très rare par la variété dans des coloris, les mauves et les violets. Alors il est exposé à côté, vous allez pouvoir le voir à l'issue de la conférence. C'est une petite œuvre qu'on aurait pu croire plus grande, d'après photographie, mais qui est représentative donc, de ce traitement des paysages du Cotentin en automne. Là, c'est un cerisier en fleurs bordant un chemin. On n'est plus à l'automne, saison plus riante. Toujours des bois, des sous-bois. Alors celui-ci qu'on a découvert récemment, c'est une jeune femme se promenant donc, sous la ramure dans un chemin forestier. C'est certains tableaux de Doré. Ça va vous êtes Cherbourg en présentant de jeunes femmes se promenant comme ça dans des chemins. Alors la Pernelle, d'où une partie de sa famille était originaire, a été souvent reproduite. La colline de la Pernelle, qui était représentée par d'autres artistes que Pigeon, parce qu'on a une très jolie aquarelle, vous voyez les bruyères, les ajoncs. Celle-ci est étonnante. C'est la seule représentation de sa ville natale. C'est l'agglomération cherbourgeoise dans le lointain, aperçue depuis les hauteurs de Tour-la-Ville. Alors au centre, vous avez l'ancienne mairie de Tour-la-Ville ici. On était longtemps à se demander ce que ça représentait. En fait, on voit ici l'île Pelée et la jetée de Collignon et toute l'agglomération de Cherbourg ici. C'est un pastel. Alors, autre œuvre, l'église et le bourg de Tocqueville. Alors René de Tocqueville, qui était maire de Tocqueville puis maire de Carneville, possédait au moins 7 œuvres de Pigeon, dont peut-être celle-ci ou une autre présentant l'église de Tocqueville. Peut-être celle-ci. Alors souvent des scènes de lavandières, de femmes qui battent leur linge, qui ont inspiré Pigeon plus d'une fois. Là, c'est l'église de Gatteville, vue d'un étang. Il y a au moins 2 versions. Un hameau vers la mer, on pense que c'est les hauteurs de Fernandville. C'est ça,
préciser. Alors parfois, on a du mal à identifier les lieux. Parfois, c'est certain. Parfois, certaines personnes nous ont indiqué depuis quel lieu il s'agissait. Alors celle-ci est exceptionnelle. Il existe 2 œuvres, à ma connaissance, de maisons sous la neige. Celle-ci, c'est une petite chaumière sous la neige qui est vraiment très inoubliable par la façon, vous voyez le contraste entre le blanc et le ciel d'encre, très net, avec la cheminée qui fume. L'œuvre les plus pittoresques du peintre. Alors là, c'est un de ses plus grands tableaux que vous pouvez admirer dans un restaurant du Var, qui représente un hameau du Var. Alors ce qui est très intéressant ici, c'est que vous avez tous les types de couvertures. Vous avez les toits en chaume au milieu, qui était encore fréquent au Val-de-Serre durant l'entre-deux-guerres, les toits en schiste bleu, schiste gris de Cherbourg, de Tour-la-Ville, les toits en ardoise, les toits en tuiles. On a tous les types représentés. Alors là, nous sommes évidemment aux fins de l'automne et de l'hiver. La facture évoque un peu celle d'Émile Doré. Moi, au début, je croyais que c'était une œuvre de Doré, mais en fait, non, elle est signée Maurice Pigeon. Vous voyez, parfois, tout à l'heure, je vous disais, le grain à Auderville aurait pu être attribué à Goubert, ceci à Doré. Alors, il faut être très prudent dans les attributions. Alors, évidemment, quand il y a la signature du peintre, le doute n'est plus permis. Et cette toile est vraiment très, très remarquable aussi. Alors, toujours au Var, vous avez quantité de pastels, de vues de hameaux. Toujours au Var. Celle-ci est une œuvre qui a été offerte par Madame L'Enfant avec 7 autres, généreusement à la ville de Valognes il y a quelques années. C'est une œuvre qui avait été exposée au salon à Paris, représentant une maison du Var avec les beaux toits en chaume, la vieille paysanne à l'intérieur, les poules qui picorent, et puis ce décor fleuri. Bon, ce qui est assez rare, il faut dire qu'avant-guerre, il y avait peu de maisons à la campagne qui avaient des fleurs devant leur façade. On va voir un manoir tout à l'heure, dans ce cas-là. Et Pigeon, dans la vallée du Var, s'est attaché donc à représenter ces maisons qui étaient proches de la piletterie, vraisemblablement. Alors, il y a toute une gamme de maisons, là nous sommes au printemps. La fermière en péplard, où il y a les coiffés à la garçonne, habillés à la moderne dans les années 20, alors que les vieilles femmes s'habillaient encore pas en coiffe, mais en bonnet, en robe noire. Vous voyez, des contrastes saisissants. La mare au canard. Là, c'est un très grand tableau, toujours dans le restaurant dont je vous parlais, représentant un hameau. C'est de ce type de composition qu'il exposait plutôt à Paris avec d'autres œuvres. De factures plus modernes, comme le Nez-Jobourg que nous avons vu tout à l'heure. Mais là, des années 1914-1920, voilà le type d'œuvre qui, pour Pigeon, était vraiment un peu ses chefs-d'œuvre, qui n'hésitaient pas à exposer, non seulement à Paris, mais au Salon des artistes bas-normands à Caen, chaque année, depuis les années 1920. Les catalogues l'attestent ouvertement, et toujours à Cherbourg, puisqu'il exposait chaque année à la galerie Le Barbanchon, rue Albert Bayeux. Celle-ci est vraiment un peu atypique par le ton très cru, la facture post-impressionniste qui parfois m'en touche un peu, même au faux. Vous voyez, c'est un peu étonnant chez Pigeon. Alors là, en revanche, là, vous avez un pastel beaucoup plus classique. Et vous voyez la façon très, très aboutie dont il restitue le chaume et puis la verdure avec les poules toujours. Là, c'est la petite Syrie à Morsaline, une œuvre très, très belle aussi. On retourne aux aquarelles, bon, celle-ci représentant toujours les toits en chaume du Val-de-Serre. Alors cet ensemble aussi, qui est vraiment une de ces aquarelles les plus réussies, sûrement. Et la façon dont il restitue non seulement les fagots, la qualité des pierres. Alors là, nous avons du grès armoricain et surtout du granit rose de Fermanville qui encadre la fenêtre et les ouvertures. Celle-ci aussi est très précise, d'un réalisme extrêmement fidèle, mais en plus vous avez le style du peintre qui transparaît très nettement. Alors, tout à l'heure je vous disais donc, que la plupart des maisons rurales n'avaient pas de fleurs devant leur façade. Là c'est un cas très, très flagrant. Nous sommes au manoir de l'Île ou Fontenay à Clitour. C'est une de ses plus belles œuvres représentant des manoirs. Alors, après les maisons isolées, les hameaux, les fermes, là où on aborde l'architecture civile la plus remarquable.
Vous voyez donc comment il réussit à nous rendre la variété des matériaux. Vous avez des reflets mauves, roses, bleus. C'est vraiment très abouti et très magistral. Là, c'est la grande ferme de Tamerville avec le clocher roman très connu derrière, avec une grande mare dans la cour de ferme aussi. D'autres manoirs du Val-de-Serre et des environs de Valognes, donc on a les quantités. On n'a pas pu identifier l'endroit. Alors là, nous sommes à la Pernelle, c'est le porche du manoir d'Ourville. Bon, la Pernelle, chère à son cœur, puisque beaucoup de ses ancêtres en étaient originaires. Là, c'est l'entrée crénelée du château de Tocqueville. Donc, il sillonnait le Val-de-Serre à bicyclette. Bon, c'était très remarquable de la part. Sa famille nous donnait des indications là-dessus, donc il connaissait vraiment toute la région. Alors là, c'est une œuvre qui doit représenter sûrement la grande allée du château de Saint-Pierre-Église, qui est un de ses plus beaux pastels, à mon avis. Et la façon dont il restitue la longueur et la largeur de cet endroit, avec les arbres centenaires, vraiment d'une très grande majesté. Et puis un ciel nuageux, très bien rendu aussi. Alors, deux œuvres très abouties, le château de Saint-Sauveur-le-Vicomte, première version, et cette dernière, qui est conservée dans la famille, avec un très beau traitement de la haie, qui évoque certains pastels de Jean-François Millet. Alors certains critiques d'art ont dit que les pastels de Jean-François Millet étaient peut-être plus intéressants, de qualité supérieure à ces huiles. Et bon, on peut dire sans doute la même chose pour Pigeon, mais là, nous sommes vraiment devant une de ses créations, à mon avis, les plus convaincantes. C'est vraiment d'une fraîcheur et d'une beauté. Alors non seulement par le traitement de la verdure, mais la façon dont il restitue l'architecture médiévale. Alors Lucien Goubert a excellé dans la représentation des intérieurs paysans. Maurice Pigeon s'y attaquait aussi, mais moins souvent. Vous avez un très beau vaisselier normand avec les cuivres, les faïences. Alors le thème, comme chez Goubert, de la vieille paysanne devant l'âtre a été représenté aussi. C'est un pastel. Le thème des travaux des champs aussi, avec les faucheurs. Alors, nous sommes toujours sur les hauteurs du Var, identifiées. La période de la moisson. On reconnaît l'église du Var, qui a été construite par la famille Fontenillat, donc sous le Second Empire. Alors c'est un genre qui plaisait beaucoup en Suisse, en Allemagne, en Europe centrale à cette époque. Dans les années 1920-30, on a quantité de peintres nostalgiques du passé, aimant à restituer le charme de la vie rurale, qui sont attachés à présenter cela. On savait que c'était un monde qui était sur le point de s'achever. Ça a duré jusqu'au début des années 1950, tout ça s'est évanoui depuis. Donc c'est un témoignage historique quand même très digne d'attention. Celui-là qui est peut-être le plus achevé de ce genre, les réussites les plus nettes. Alors, il a abordé aussi le thème des églises. Là, nous sommes devant l'église de Meursaline, dont il y a deux versions, celle-ci conservée par la famille, et cette autre dans une collection privée qui a été présentée au salon en 1930-31. Alors, vous voyez comment les feuillages mordorés sont admirablement restitués, la variété de la pierre, avec des tons bleu pâle, mauve, parme, rose, voilà, c'est vraiment une symphonie de tons magistralement rendue. Là, on voit qu'il maîtrise son art de pastel. L'église d'Yvetot-Bocage aussi, non loin de Valognes, très fièrement campée, avec un très beau clocher. L'église de Tour-la-Ville, avec son environnement champêtre de l'époque. Là, on est à la fin des années 1930. L'église Saint-Jacques de Montebourg, il s'agit d'une aquarelle, aperçue du fond d'une rouelle. Là, nous allons aborder donc l'aspect, sans doute le plus connu de Maurice Pigeon, qui jusqu'à cette exposition, peut-être à ce livre, Maurice Pigeon était associé surtout à Valognes, moins à la campagne. Là, vous avez un pastel qui représente l'église Saint-Malo telle qu'elle était avant sa destruction partielle, enfin
sa demi-destruction en 1944, vue depuis les jardins de l'hôtel de Beaumont, qu'on appelait à l'époque l'hôtel de Florian, puisque ça appartenait à cette famille. C'est un de ses plus beaux pastels, c'est une sorte de quintessence de la civilisation française du XVIIIe siècle. Vous voyez, avec les balustres, l'évocation de la lanterne et de la flèche renaissance de l'église Saint-Malo. Vous ébarbez d'Aurélie, vitrée comme une lanterne et pointue comme une aiguille. Alors souvent, il y a quelques petites fleurs roses qui viennent rehausser l'ensemble, mais ils n'abusent pas du procédé. C'est toujours très discret, très subtilement agencé. Alors, de l'église Saint-Malo, nous avons quantité de vues. Alors, vous voyez comment se présentait cette église avec son très beau dôme à lanterne assez unique en France, dans le domaine de l'architecture. C'est une des plus belles vues, à mon avis. On voit une religieuse et une vieille femme qui montent les degrés de la collégiale. Et souvent, Pigeon a évoqué les vitraux au ton verdâtre. Il y a une toile de doré aussi qui reprend ces tons vert pâle des verrières. Celle-ci aussi, là, c'est très net, le ton vert. Les degrés de la collégiale, qui est une œuvre aussi qui est exposée à côté, vous pourrez voir en sortant. Il maîtrise très bien l'architecture civile et religieuse, c'est très net. Alors, le porche Renaissance, qui était un des grands attraits de l'église et qui malheureusement a disparu. Cette œuvre aussi est très belle. Alors, oui, il a représenté l'église vue de tous côtés. Alors, les scènes de marché ont attiré son attention aussi, mais surtout à partir des années 1930. Alors, il y a certaines de ces œuvres qui évoquent le style, même peut-être des années 50 ou 60, d'autres peintres un peu de paysagistes de l'époque. C'est très, très étonnant, celui-ci en particulier. Alors, le marché aux chrysanthèmes de la Toussaint est exposé au salon. Alors, il y en a une version qui a été en partie trouvée pendant la guerre, qui a été restaurée. Apparemment, ce n'est pas celle-ci. Donc, comme je vous le disais, il a peint plusieurs fois des sites semblables avec des variantes. Et c'est une façon très belle de représenter, vue depuis la place Ville d'Azir, donc l'église de Valognes. Toujours du même lieu. Alors voilà, un pastel le plus rapidement esquissé, mais qui est quand même bien enlevé et très... Alors, les hôtels particuliers ont vraiment été peints souvent par Pigeon. Alors, parfois, ils ont valeur documentaire, historique considérable. Là, c'est l'hôtel dit de Bourbon qui a été complètement détruit. Je vous disais tout à l'heure que parfois, ces concessions au monde moderne consistaient à l'emploi de réclames, de publicité. Là, c'était une épicerie. C'était l'ancienne librairie du libraire érudit Pouchin, qui était un grand ami de Barbey d'Aurevilly, qui était un personnage très pittoresque, qui consultait les grimoires et faisait de très longues promenades nocturnes dans la campagne. Autre vue donc de l'hôtel de Bourbon, et ce sont surtout les vues de la cour intérieure qui l'ont inspiré dans le domaine du pastel, avec cette tourelle et puis cet escalier usé par les ans. Vous en avez deux exemples dans l'exposition, vous allez pouvoir voir. Celle-ci qui est une version peut-être plus sombre, celle-ci un pastel très coloré. Alors, vous voyez sur la gauche comment il réussit à nous rendre les pots de géranium et puis la végétation qui monte en quelques couleurs. Il n'y en a pas énormément, mais c'est vraiment très très fondu et très très abouti. Vous voyez, la porte est toute de gallois, les marches sont usées, mais il se dégage de cette œuvre un charme indéfinissable. Autant beaucoup de regrets de la disparition de cet élément du vieux Valognes. Alors voilà le jardin de l'hôtel de Touffreville. Nous sommes rue de Velléat, c'est un bâtiment du XVIIe siècle, dont le nom a inspiré évidemment le Touffe de Lys du chevalier des Touches de Barbey d'Aurevilly. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est la glycine qui monte sur le mur, et puis tout le parterre bordé de fleurs bleues avec des touches de rouge. C'est des représentations des jardins du Cotentin, à mon avis, les plus séduisantes,
peu connu, mais vraiment très, très remarquable. L'hôtel de Chivray, où il a séjourné un temps, toujours rue de Velléat. Nous sommes vus du jardin avec des rosiers grimpants, il y a des motifs. Autre version. C'est un édifice qui existe toujours, mais très, très pittoresque, bon, peut-être moins connu que d'autres hôtels, mais qui surtout a une façade côté jardin, qu'on ne voit pas de la rue. Voilà un autre élément avec ces éléments fleuris. Là, nous sommes dans la cour de l'hôtel Grand Val Caligny. Alors, il existe plusieurs pastels, plusieurs représentations de cette œuvre. Alors, c'est une de ses œuvres les plus magistrales. Alors, c'est une construction de l'extrême fin du XVIIe siècle, avec une aile XVIIIe siècle construite au milieu sur la gauche, avec surtout cette terrasse avec un mur aveugle, avec cette double balustrade à l'italienne, qui en font un lieu unique à Valogne. Hein. Et puis toujours avec ce berceau, avec ce décor de roses grimpantes qui apporte une touche de gaieté, de couleur à l'ensemble. Ce document a une très grande valeur car c'est l'hôtel Villaud-du-Chesnois rue de Poterie qui a été entièrement détruit en 1944. D'ailleurs, le sénateur Villaud-du-Chesnois est mort sous les ruines de sa maison. Et il possédait un grand tableau de pigeons représentant les ramasseurs de varech à la Hougue qui avait été très commenté et très admiré par les amateurs. Alors, ce qui est étonnant, c'est la façon dont le sénateur Villaud-du-Chesnois avait décoré la cour intérieure de sa maison avec des statues anciennes du Moyen-Âge, de l'art décembre, vous voyez. Et toujours ces pots de fleurs, ces fleurs grimpantes, bon, qui égayent la composition et donnent un charme vraiment très, très remarquable à l'ensemble. Alors, l'hôtel de Florian, c'était le nom de l'œuvre, l'hôtel de Beaumont, tel qu'il est connu aujourd'hui, vu de la terrasse de sa balustrade. Avec toujours donc les parterres ourlés de fleurs bleues avec des taches de rouge qui relèvent l'ensemble. L'hôtel de la Aude, rue de l'église, ici, très bel endroit. L'hôtel de Blanchy, évidemment, où il a résidé de nombreuses années, a été très souvent peint par Pigeon. Là, nous sommes sur le porche d'entrée donnant sur la cour intérieure avec le jardin dans le lointain. Autre vue de la cour, la vase cambrée, donc c'est un pastel qui avait été exposé au salon, qui avait eu grand succès. Et bon, c'est une très belle abreuvoir qui ornait la cour des écuries en fait, de l'hôtel. Alors, un genre qui plaisait beaucoup à certains peintres de l'époque, rarement abordé dans le Cotentin, ce sont les intérieurs d'hôtels particuliers. Là, nous avons le grand salon de l'hôtel Grand Val Caligny, avec son mobilier Louis XV, bon, qui avait été évacué à Coutances pendant la guerre, où il a été détruit malheureusement, avec la cheminée Louis XV, avec les éléments qui la surplombent de style directoire. L'hôtel de Blanchy, donc, avec le grand salon, où Pigeon a peint plusieurs fois devant le photographe. Différentes photographies nous restituent l'endroit. Oui, la peau de bête fauve, les meubles Napoléon III, Louis XV. Une autre variante, oui, la peau de bête a changé d'emplacement, le secrétaire aussi, mais ce sont des nuances diverses. Celui-là est sans doute le plus magistral. La grande cheminée en marbre noir, avec des œuvres du peintre aussi qui égayent la composition. Puis les trumeaux, les éléments sculptés au-dessus de la glace également sont à relever. Alors là, il s'agit de l'alcôve d'une chambre à coucher de l'hôtel de Blanchy. C'est une œuvre d'une grande force de séduction dans les tons crème, avec quantité de petits détails, de trumeaux, de pendules sur la cheminée, de secrétaires, de chaises, de fauteuils. C'est tout un petit monde en soi qui gagne à être exploré et qui nous restitue donc le charme de la vie dans les hôtels particuliers à Valogne à la fin de l'Ancien Régime. Autre vue de l'hôtel de Blanchy, c'est la partie où vous avez des colombes, hein, coupe de colombes sur le haut, qui existent toujours. Alors, les pastels représentant les bords du Merdret sont nombreux. La ville de Valogne en possède plusieurs. Vous allez pouvoir en voir à l'exposition à côté, vous les avez vus sans doute. Là, c'est le grand quartier.
musée du Cidre, non loin ici. Autre vue du Merderé. Voilà. C'est parmi ces pastels les plus attachants, je trouve. Vous voyez comment il restitue l'humidité par des touches de vert très discrètes, très subtiles, avec des touffes de verdure ici ou là. Et sur le dessus, donc, les feuillages roux d'un arbre, nous sommes en automne, qui couronne la composition. Alors, le lavoir du Pont-Sécuré a été représenté au moins 2 fois, ce qui lui permet de jouer sur les tons roux, gris, foncés, les bruns. Vous voyez, il y a une très grande diversité de tons. Le rôle joué par les lavoirs publics encore à cette époque. Il n'est pas si éloigné de nous, mais bon, ça me paraît étonnant. Scènes de marché, toujours à Valogne. Quelques scènes de Valogne moins connues, des maisons anciennes. Bon, voilà. La ville était inchangée, évidemment, depuis des siècles. Alors, Maurice Pigeon, le 6 juin 1944, est mort sous les bombes avec sa mère et sa demi-sœur Marie-Anna. Une grande partie de ses toiles, tout son fond d'atelier, on n'a pas de dessin de lui, a été anéanti. Certaines personnes en ont volé, les neveux ont pu en récupérer quand même. Certaines œuvres d'ailleurs sont mutilées en partie ou sont trouées. Et ça me semble intéressant de terminer par l'évocation de l'église d'Allaume, où une partie de sa famille a vécu sous l'Ancien Régime, comme une annexée à Valogne en 1867. Des idées de l'ancien presbytère, donc non loin d'ici, dont il ne reste plus rien. Autre vue des pommiers en fleurs longeant l'église d'Allaume. Là, c'est une évocation générale de Valogne dans le lointain, avec l'église Saint-Malo, pommiers en fleurs et fleurs. Alors, de nombreux collectionneurs se sont attachés très vite à l'œuvre de Pigeon dès les années 1909-1913, mais c'est grâce à la famille du négociant cherbourgeois Le Barbanchon et de son associé Henri Bernadi, qui chaque année exposait les œuvres de Pigeon dans leur galerie de la rue Albert-Mailleux, que nombre de familles ont acheté de nombreuses œuvres de Pigeon. Alors, Henri Bernadi possédait la Maison Rose, c'était son hôtel particulier Place Napoléon à Cherbourg, où il détenait des centaines d'œuvres d'art, de Renoir, de Bonnard, de Vuillard, de Picasso, de Picard-Ledoux, et il avait 2 œuvres de Pigeon. Donc, il ne jugeait pas Pigeon indigne de figurer aux côtés de ses grands maîtres. Donc, ça permet quand même de restituer la valeur de Pigeon aux yeux d'un grand amateur d'art, grand mécène. Il a aidé financièrement quantité de jeunes artistes à se lancer dans la carrière. Donc c'est intéressant également de terminer par cette vue des côtes de la Hague. Alors vous voyez, Pigeon s'est toujours intéressé évidemment au Val-de-Serre et à Valogne, mais il n'a jamais dédaigné la Hague. On a vu tout à l'heure ses œuvres de 1937-38 du Nez de Jobourg. Donc c'est un peintre complet qui s'est intéressé non seulement donc, aux côtes, au Val-de-Serre à Valogne, mais également au donjon de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Donc il s'agit quand même maintenant peut-être de lui rendre hommage davantage en parlant autour de soi, en visitant l'exposition. Le Cotentin est des artistes méconnus, m'ont connu peut-être des amateurs, quelques noms comme cela, mais on ne soupçonne pas la richesse, la variété d'une œuvre quand on se lance dans un travail pareil. Donc, je vous remercie de votre attention, mais n'hésitez pas à me poser des questions. Oui, donc merci beaucoup Bruno. Il y aura peut-être effectivement 1 ou 2 questions que vous souhaiterez poser aux conférenciers. Sinon, on va essayer de l'exfiltrer vers la table d'accueil de façon à ce qu'il puisse, si vous souhaitez, faire dédicacer un livre à la sortie. Donc, je peux vous passer le micro s'il y a parmi vous des questions, des observations que vous souhaitez apporter pour conclure. Bien, peut-être je vais ouvrir la discussion en posant moi-même une question. Parfois ça marche. Ce qui me frappe quand on connaît Valogne, c'est le sentiment de revenir très souvent
sur les pas des photographes, des auteurs de cartes postales, et de constater à quel point un certain nombre de ces cadrages, de ces vues, des sujets qu'il a choisi de représenter, nous sont connus également, parfois même quelques décennies avant lui, par l'œil des photographes. Et tu as parlé de Courbet, qui était à la fois peintre et photographe. Donc ma question porterait sur sa relation avec les photographes de son temps, ou voire même des générations précédentes. Une question qui était tout à fait féconde. Oui, on n'a aucune indication là-dessus. Hein. Je n'ai rien trouvé à cet égard. Évidemment, il était sourd, mais malheureusement, on n'a aucun témoignage écrit, aucune interview de lui. Et pourquoi on en a certaines de Lucien Goubert très intéressantes, où il parle de ses goûts des peintres anglais, par exemple. Mais bon, c'est exceptionnel quand même à cet égard. Et dans le Cotentin et Pujol, malheureusement, on est très, très pauvre. Il y a quelques articles de son vivant, en particulier dans un rondelet dans la revue normande, qui est allé au Va, où il évoque sa vie sur place, avec sa famille. Mais c'est un des très rares témoignages, je dirais. Bien, n'hésitez pas donc à rejoindre Bruno si vous voulez à la sortie de la galerie. Si d'autres personnes sont plus pressées, elles peuvent également rejoindre directement le parking par ici. Et merci encore, bonne soirée.